Bienvenue pour notre exploration du jour. On va plonger dans le monde vraiment fascinant des aquariums récifaux. Oui, un univers en soi. Tout à fait. On va s'appuyer sur le texte Équilibre du récif, prédateurs, auxiliaires et santé pour essayer de comprendre un peu mieux les rôles de tous les habitants de ces mini-écosystèmes. Qui aide, qui peut poser problème. Exactement. Comprendre comment cet équilibre hyper délicat se crée et parfois comment il peut se rompre. Mhm. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'une toute petite crevette, ou même un escargot, peut avoir un impact aussi énorme. Ah oui, déterminant même, Sur la santé, la stabilité de tout un petit récif. C'est fou, non? complètement. C'est toute la beauté et la complexité de la chose. Bon, alors, allons-y. Une des premières choses qui saute aux yeux dans la source, c'est cette distinction entre, disons, les prédateurs et les autres, les auxiliaires, les nettoyeurs. Oui, c'est fondamental. Les prédateurs, bon, ça on voit bien, hein. Ils chassent, ils mangent d'autres organismes. Mais les auxiliaires, c'est quoi leur rôle, plus précisément? Ils sont actifs aussi, mais différemment. Exactement. Et c'est là qu'on touche à un point clé pour la stabilité. Les prédateurs, bon, ils peuvent être un risque, c'est vrai, s'ils s'attaquent à des coraux ou des poissons qu'on veut garder. Oui, Mais les auxiliaires, eux, ils agissent un peu comme des régulateurs. Ils vont consommer par exemple des algues indésirables ou des détritus, parfois même des parasites. ah d'accord. Donc on a cette opposition, cette dynamique en l'un qui contrôle certaines populations, l'autre qui nettoie, qui maintient la propreté de l'écosystème. C'est cet équilibre-là qui est si important et si difficile à garder dans un bac fermé. Et la source donne pas mal d'exemples de ces prédateurs potentiels. On parle de la crevette de feu, la Lismata debelius, très jolie, mais Mais qui peut avoir un petit faible pour les petits invertébrés, oui. voilà. Ou alors certains crabes, et bien sûr les crevettes mantes qui sont assez redoutées. Ah oui, elle. Et même des spécialistes très pointus comme ces nudibranches, les phylodécimums, qui vont cibler un type de corail bien précis. Ça montre bien toute la variété des stratégies, quoi. Heureusement, le bac héberge aussi des alliés. Oui, les fameux auxiliaires et puis aussi les commensaux. Les commensaux, c'est ceux qui vivent avec d'autres sans leur nuire. Et les auxiliaires qui, eux, rendent des services bien concrets. L'exemple typique du commensalisme, c'est les crevettes péricliménèses dans les anémones, c'est ça? Ou les gobies avec les crevettes alpheus. Oui, ces associations sont fascinantes. Elles cohabitent tout simplement. Et pour les auxiliaires, là, l'aquariophile voit directement le bénéfice. La crevette nettoyeuse, Lismata imbuanensis. Ah oui, celle-là, elle est connue à plus. Elle déparasite activement les poissons. C'est un service incroyable. Carrément. Et les escargots, genre Trocus ou Nassarius. Indispensable. Les trocus qui broutent les surfaces, les nassarius qui fouillent le sable. Ils sont cruciaux. Ça évite les algues, ça aère le sable, ça prévient les eaux de morte sans oxygène. D'accord. Si on prend un peu de hauteur, leur boulot, c'est plus que du simple ménage. Ils participent vraiment à la résilience de l'ensemble, à sa capacité à encaisser les petits soucis du quotidien. On cite aussi les oursins et les crabes mitrax contre les algues. Oui, oui, de bons alliés aussi. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde certains groupes d'organismes où la ligne est floue, entre l'ami et l'ennemi, quoi. Où une espèce est super utile et sa cousine, une catastrophe. Tout à fait. Prenez les vers polychètes, par exemple. Oui, D'un côté, vous avez les sabilidés, ces jolis vers plumeaux. Ils filtrent l'eau, ils sont superbes, totalement inoffensifs. mhm. Et de l'autre, le ver de feu, Hermodis caranculata. Alors lui, Ah oui, lui on le connaît, hein. il peut faire de vrais dégâts sur les coraux mous et même nous piquer douloureusement si on le manipule sans faire attention. Donc là, savoir reconnaître, c'est essentiel. Et on retrouve un peu ça chez les mollusques, non? Les escargots nettoyeurs comme Astrea, Ceritium, Turbo, Nassarios, ils sont vitaux. Vitaux, oui. Vraiment des piliers du nettoyage. Mais attention, hein, Ah, le monde des mollusques, c'est vaste. Il y a aussi des espèces dangereuses. Bon, les cônes venimeux, c'est rare en aquarium, heureusement. Mais plus sournois, il y a des petits escargots parasites, comme les pyramidella. qui font quoi, eux? Ils s'attaquent discrètement aux bénitiers, par exemple. Ils les affaiblissent petit à petit. Donc, encore une fois, l'observation attentive, c'est la clé. Observation, toujours. Et ça vaut aussi pour les anémones, j'imagine. Une Bull Antacmae à quadricolore avec ses poissons clowns, c'est magnifique. Ah oui, c'est l'image d'épinal du récifal, presque. Mais dans la même famille, on trouve les Aphtasia et les Majano. Ah, celle-là, c'est une autre histoire, hein. Le cauchemar de l'aquariophile. Pas loin. Elles sont hyper envahissantes. Elles brûlent les coraux à proximité avec leurs nématocystes. Elles se multiplient à une vitesse folle. C'est un vrai fléau souvent. Leur apparition, c'est un signal d'alerte rouge.
Un autre groupe qui demande une vigilance de tous les instants, les platelmintes, les vers plats. Oui, Surtout les flatworms rouges, là. Ils peuvent infester les coraux durs, les SPS. absolument. Et quand ils prolifèrent, ça peut être très rapide et vraiment dévastateur pour les coraux touchés. Ils les étouffent en gros. Donc là aussi, détection précoce. C'est primordial. Une observation rigoureuse, quotidienne si possible, pour intervenir tout de suite si on en voit, avant que ça ne devienne incontrôlable. La source mentionne aussi les hydraires. Souvent, ils arrivent par accident, c'est ça, hein? Sur une pierre vivante, un corail. Oui, c'est fréquent. Ces petites polypes, qui ressemblent un peu à des mini-méduses fixées, ils peuvent être urticants pour les coraux. Et difficile à enlever, hein? Et assez télas, oui. Une fois installés, s'en débarrasser complètement, ça peut être compliqué. Encore une source de stress potentiel. Bon, et pour finir, ce tour des groupes un peu ambigus, les échinodermes. Étoiles de mer, ophures. Encore une fois, c'est nuancé. Les petites étoiles Astérina, leur statut fait débat. Comment ça? Certaines semblent totalement inoffensives, de simples détritivores. D'autres souches pourraient grignoter certains types de coraux en croûtant ou des algues corallines. C'est pas toujours clair. D'accord. L'acanthastère plan ici, la couronne d'épines mangeuse de coraux, bon, c'est une menace énorme dans la nature, mais en aquarium, c'est exceptionnel. Heureusement. Et les ophures? Ces étoiles avec des bras très fins. Elles, en général, ce sont des bonnes alliées. Majoritairement détritivores, elles sont très efficaces pour nettoyer les recoins, surtout la nuit. Très utiles. Toute cette complexité, ça nous amène logiquement à parler de lutte biologique, non? Utiliser certains habitants pour en maîtriser d'autres, notamment contre les algues. Oui, c'est une stratégie classique en récifal. L'idée, c'est de choisir les bons consommateurs pour le type d'algues qui pose problème. Et on a des champions pour chaque catégorie, apparemment. Les oursins comme Mespilia globulus ou Diadema setosum. Très efficace contre les algues filamenteuses, oui. De vraies tondeuses. Pour les algues plus longues, ou celles qui encroûtent les roches, on pense plutôt aux poissons chirurgiens, Zebrasoma, Acanthurus. Exactement. Ils ont un appareil buccal adapté pour ça. Et contre des pestes comme Brouillopsis ou les algues bulles Vallonia. Là, on cite souvent les crabes Mitraculus cultus, qu'on appelle souvent mitrax. Ils ont la réputation de s'attaquer à ces algues-là, qui sont assez coriaces. C'est une approche séduisante quand même, cette idée de recréer des mini-chaînes alimentaires pour réguler. C'est séduisant, oui. Mais ça ne règle pas tout. Notamment les vraies maladies des coraux, Ah oui, un autre gros sujet. qui peuvent être causées par plein de choses. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Ou simplement un stress. Un stress dû à quoi? La qualité de l'eau? Qualité de l'eau, équerrage inadapté, température qui fluctue trop, courant, tout ce qui sort les coraux de leur zone de confort peut les affaiblir et les rendre vulnérables. Et les symptômes, malheureusement, on les connaît un peu. Le blanchissement, Oui, la perte des os xanthelles, le recul des tissus, là où on voit le squelette apparaître, les nécroses. c'est ça. Ou parfois une production de mucus excessive, des zones qui semblent un peu gélatineuses. Des signes qui doivent alerter immédiatement. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? La source parle du rôle préventif des auxiliaires. C'est intéressant. Oui, on revient à eux. On a parlé de l'Ismata amboinensis, qui nettoie les poissons. Eh bien, certaines crevettes nettoyeuses peuvent aussi nettoyer les plaies sur les coraux, enlever les tissus nécrosés. Ah, d'accord. L'équilibre bactérien général du bac joue aussi un rôle protecteur. Des bactéries bénéfiques peuvent entrer en compétition avec les pathogènes. Et si la maladie est déclarée, il y a des traitements en us. Il existe des traitements ponctuels. Des bandes coraux dans des solutions spécifiques, à base d'iode par exemple, ou des produits commerciaux. Mais la source insiste beaucoup sur la prévention. Donc un bac sain, équilibré. Avec une bonne diversité d'auxiliaires, une eau de qualité stable, c'est la meilleure défense contre les maladies. C'est vraiment ça le message principal. Bon, alors si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Mais que gérer un aquarium récifal, c'est avant tout comprendre les interactions. Oui, c'est ça. Comprendre qui fait quoi, qui mange qui aide qui. C'est un peu comme être chef d'orchestre, non? C'est une bonne image, oui. Il faut connaître chaque musicien, chaque rôle, pour que l'ensemble sonne juste. Et ça demande de l'observation. Beaucoup d'observation. Constante. Savoir identifier qui est là et intervenir judicieusement. Surtout pour choisir ses alliés, les fameux auxiliaires. Exactement. Et je trouve que ça ouvre une réflexion peut-être un peu plus large. C'est-à-dire, Tous ces équilibres fragiles qu'on essaye de maintenir dans nos petits bouts de récifs artificiels, comment ne pas y voir un reflet de ce qui se passe à grande échelle dans les océans? oui, c'est vrai. La complexité, la fragilité des vrais récifs coralliens face aux pressions actuelles. Les mécanismes sont les mêmes en fait. Prédation, symbiose, compétition, nettoyage,
Vu sous cet angle. Et peut-être que l'expérience qu'on accumule, nous les passionnés, à gérer ces micro-récifs, avec nos succès, nos échecs aussi, peut-être que ça peut nous apprendre quelque chose. Des leçons sur la résilience, sur les interactions, qui sait? Peut-être même des pistes pour mieux comprendre, voire aider les grands écosystèmes dont nos bacs s'inspirent. C'est une belle pensée pour conclure. De quoi réfléchir, en effet.